Bonjour Isabelle. Bonjour Fabienne, tu vas bien? Oui, très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Alors je t'entends très bien, par contre je ne te vois ah ça y est, je te vois. D'accord et toi? Tu m'entends? Tu Je me t'entends très vois? bien. Voilà, d'accord. Voilà, j'ai pris mon casque, je me suis dit: «Ça serait peut-être mieux que» là l'enregistrement a démarré, c'est normal? Oui, oui, c'est normal, ça se fait automatiquement, mais on Ah coupera. d'accord, OK, OK. Tout va bien? Bah, pas mal, pas mal. Bon, bah écoute, Ouais. tant mieux. Damien est en congé? Non, 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 mais là, il a pas mal de ça se bouscule un petit peu sur ce mois de mai Ah, un peu dense ouais, puis c'est et pas du coup, facile, hein, en ce moment, il y a beaucoup de gens en congé, hein. ouais, puis il y a des appels d'offres, il y a pas mal de choses donc D'accord. il y a du monde dans OK. la salle d'attente. Je vais attendre, peut-être Oui, je les ferai oui, oui, rentrer oui. dans un petit moment, hein. Oui, on fait rentrer, 5 mi quand même 5 minutes quelques minutes avant quand même. Oui, oui, bien sûr. Mais et puis on démarre, je pense c'est bien de démarrer quand même assez vite, tu sais, tu fais ton petit speech, enfin je pense que tu as un petit Ouais, ouais, speech, je fais une petite voilà. intro juste pour te Voilà. voilà, te présenter qui on est et puis après je te De toute oui, oui, il façon, faut il y a pas des qu'on gens laisse qui traîner. rejoignent. Oui, Bien oui, il faut sûr. pas voilà. Par contre, attends, il y a une manip que chaque fois je redoute, c'est, Le partage. voilà, il faut que alors attends. Seuls les organisateurs et présentateurs peuvent partager. Donc il faudrait que tu me donnes la main pour que je puisse partager. Je pense que tu sais faire. Bonjour. Bonjour Ah ben, Adèle. c'est Adèle. Adèle, bonjour, c'est Isabelle. Le moment redouté du téléchargement de la présentation et là, j'ai pas la main pour le faire. Alors, je Parce te qu'il faut que la ça soit donne. organisateur et présentateur. Et là, Teams, on peut faire du PowerPoint, hein? Enfin, j'ai pas Ouais, d'animation, mais d'accord. Oui, normalement, c'est bon, je t'ai tu accordé les partages droits, ton Isabelle. écran. C'est bon là, alors je vais aller chercher, vous allez me dire si c'est bon. Alors il faut que j'aille, dans mon écran, c'est ça? Je suis jamais Tu pars ouais, tu fais hop, ça y est, il y non. a quelque chose, c'est bon là, on voit ton écran. Alors est-ce que c'est bon? Je suis pas sûre. Alors on voit pas ta présentation, mais on voit ton écran, avec le Puisse, navigateur. bon alors je vais voir, parce que je sais pas faire. Chaque fois je recommence, à zéro. J'ai un coup d'entrée. IGS et c'est donc manager son manager. Voilà. Est-ce que vous voyez là, la présentation? Alors Ça charge. c'est ça. Ah d'accord, donc vous avez là vous l'avez? Vous l'avez Quand tu ouverte? partages, faut que tu Là vous l'avez sélectionnes pas? ton écran. Là non, là on a ton navigateur. Ah bon, bah alors comment ça se fait? Parce que si vous aviez mon Alors navigateur. moi je peux le partager Isabelle, hein, si tu veux, mais c'est mieux quand même que tu sois aux manettes, si ça sera plus Oui, oui, je pratique pour toi. préférerais. Alors comment je fais? Continuer sur ce navigateur. Normalement, tu as Il y a des des fenêtres plate qui s'ouvrent quand tu fais partager et il faut partager l'écran et ensuite tu ouvres ta presse normalement. attends, là j'ai un problème, je pense que je suis j'ai 2 Teams différents. Ah attends, là je suis avec vous, hein? Là je suis avec Ouais, vous. tu peux fermer ton navigateur, je pense Teams là, ouais. Voilà, donc Arrête déjà arrêtez le partage, il me dit. Arrêtez le partage. Bon, alors j'arrête le partage. J'ouvre le bac de partage. Là, je ne sais pas où je vais. Et là, si je vais sur mon PowerPoint, ça s'affiche pas. Si, là ça là, y est, c'est là bon. c'est bon. Ouais, Ah parfait. bah super. Bon bah alors et alors, là, il faut que je mette en dimension, diaporama parce que vous voyez Ouais, quoi là? là on voit oui, D'accord, on voit la navigation, donc c'est mieux en diapo, ouais. d'accord. Mais moi je vous vois plus. C'est C'est bon, le problème si tu as qu'un seul écran, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais j'ai fait hier un autre webinaire, alors c'était sur Livestorm et il y a eu un problème, qui n'était dû à la t et c'est pareil, j'ai fait tout le webinaire, je voyais personne, c'est pas évident quoi et bah, là, il faut 2 écrans, d'accord. OK. Ah, je vois qu'il y a une faute d'orthographe sur mon truc là, professeur des universités, faut que je le mette.
Autrement, sur le petit doc là qu'on avait, on en est où, Adèle, là, le petit signature pédagogique, Et ça bah avance? écoute, ouais, ça avance pas mal. On a pris contact du coup avec l'illustrateur pour Mhm. commencer à voir comment il peut mettre Mhm. en forme, etc. Donc c'est en bonne voie. Voilà. Il D'accord, a déjà fait d'accord, des premières illustrations Ouais. par étape qui sont d'accord. vraiment chouettes. Mm. Ah, Euh, super. donc là, c'était juste un premier pour voir s'il partait bien dans la bonne direction. Et là, il travaille sur la mise en forme plus globale du Ah, truc. bah Mais super, non, super. super, Bon, bah tant mieux. il Bah, travaille d'accord. bien. En tout cas, les premières Mm. petites esquisses qu'on a vues nous plaisent bien. Donc, on pourra te les partager si tu Oui, veux. oui, oui, je veux bien savoir Et où c'est ça. très Et donc, chouette. c'est toujours sur la date du mois de juin est toujours. Oui, bah, on reste sur Ouais. Oui, ce cap. d'accord, ok, ok. J'espère qu'il y aura un peu de monde parce que c'est vrai que le présentiel, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et puis l'hybride, c'est pas top. Bah, je vois, j'ai fait des conférences en hybride. Qu'est-ce que c'est compliqué. Entre les problèmes techniques et puis le fait que les gens jouent pas le jeu forcément. Enfin bon, Ouais. pour des réunions de travail, ça fonctionne, mais pour des présentations, des projets où les gens se connaissent pas forcément, qui sont, oh là là, qu'est-ce que ça fonctionne difficilement encore. Alors, quelle heure est-il là? On a 21. encore 5. Bon, ok. Bah écoutez, on se boit un petit café puis on se retrouve dans 5 minutes. Allez, Ça à tout de marche. suite. Voilà, bah, super. Adèle, Oui, t'es là. oui, je Est-ce que, suis là. est-ce que toi, tu vois, moi, je vois qu'il y a une personne dans la salle d'attente, donc on va attendre avant de la faire rentrer. Ouais. Toi, t'as la main aussi pour les faire rentrer? Ouais, j'ai une petite coche verte et une petite coche, enfin une petite croix rouge. D'accord. Et quand on fera autoriser, tous ceux qui sont dans la salle d'attente rentrent, il n'y a pas besoin de cocher à chaque personne, j'espère. Parce que moi, enfin, je sais pas, on verra après quand Ouais. j'autoriserai, parce que moi, Au j'ai pire, un je nom peux là. m'en charger et tu déroules. Enfin, t'inquiète pas, hein, Ouais, éventuellement, si je tu peux m'en peux juste charger. Ouais. les faire rentrer, s'il y en a d'autres, je sais pas comment ça se passe, s'il faut le faire un par un Mhm. ou. Parce que là, j'ai le nom de la personne là qui est Anne Bianic de Safran. Ouais. Et attends, mais je vois que son nom à elle. Je viens de recevoir déjà la V2 des illustrations. Ah, il est au taquet, c'est bien. Ouais, c'est cool. Quand je parle comme ça, tu m'entends bien, Adèle? Ouais, Ouais. impec. J'ai pas Parce que besoin de t'as pas de forcer plus, micro. quoi. Bah, je vais pas mettre mon gros casque. Ok. Sauf si tu me dis que le son est pourri comme ça. Non, non, il est bien, il est bien.
Tu me donnes le go, Isabelle, quand on donne. Moi, c'est bon. Hein. Non, non, c'est toi qui décides. Hein. Moi, c'est bon. Mais je ne vois rien. Hein. Je n'ai que mon PowerPoint sous les yeux et j'ose pas le toucher. Donc, Non, mais là, tu ne le partages pas. Hein. Tu ne le Ah, partages là, pas, là. Là, il n'est pas Tu l'as partagé? départagé. Ouais, tu l'as Ah, bah alors, départagé. non, non. Alors, il s'est défait tout seul, alors. Ah, zut, alors là, il y a un problème. Ah, alors là, je te vois. Ah, bah non, mais c'est Nous, pas on te possible. voit. Mais alors, comment ça se fait qu'il soit… Vous m'avez dit que c'était bon? Comment je fais, alors? Ouais, faut refaire la manip. Alors, est-ce que… Non, c'est pas Ah, ça. ça arrive. Voilà. Oh. Tu l'as? Attends, Non. c'est en train de charger. Je crois que j'ai une page blanche. Bah, moi aussi, j'ai une page blanche, mais c'est pas bon, ça. Ah, zut. Attends, il y a un problème. Attends, j'arrête le partage. Mais pour moi, il était en ligne, tout allait bien. Alors, attends. Et là, qu'est-ce que ça donne? Tu vois mon… Ah, je vois Ouais, ton là, écran, c'est donc bon. il suffit que tu l'ouvres, voilà. J'espère. Mais il était tout bien. Et là, est-ce que vous le voyez? Il est en train de s'ouvrir, je crois. Ça charge, non? Moi, je l'ai ouvert devant moi. Est-ce que c'est bon? Non, on voit ton navigateur, là. Oh, mais c'est pas possible. Attendez, il y a vraiment un problème. Alors, attendez, on a 2 minutes. Ah, moi, j'étais persuadée que c'était bon. Je n'avais pas… Et là? Là, Ouais, c'est c'est bon. parfait. Non? C'est bon. Tu as juste à mettre Et si présentation. tu le mets en présentation et Oui, puis oui, on bien sûr, lance bien sûr. Oui, oui, mais je l'avais laissé comme ça. Je ne sais pas, il a décroché. Alors, attendez, je vérifie qu'il bouge. Oui, il bouge. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Désolée, hein, je suis une bille en Teams. Y a pas de Ah, problème. Allez, je lance l'ouverture. Je vais commencer à admettre les faire gens. rentrer Allez, Ouais. vas-y, fais rentrer. On est là. Bonjour à tous. On vous laisse arriver tranquillement, les uns après les autres. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Mais quand j'avais demandé à la remplacer, Agnès, après, elle a dit que c'était pas tout de suite. Si vous voulez bien peut-être fermer vos micros pour éviter les interférences. On laisse les dernières personnes arriver, puis on va démarrer tranquillement. Je vous propose de démarrer peut-être tranquillement et puis on
On laissera les dernières personnes à se connecter arriver. Donc, ça continue à arriver. Je vois que vous êtes nombreux. Je vous remercie. Écoutez, hop, ça continue à arriver. Ça continue à arriver. Isabelle, on va démarrer. On va y aller, oui, ils nous Allez, on va rejoindront. démarrer. Encore de En tout route. cas, Ils vont rentrer dans l'amphi. Ils vont rentrer dans c'est l'amphi et ça, se mettre rentrer dans au fond. l'amphi virtuel. Bienvenue à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Vous êtes nombreux. C'est une bonne nouvelle. Je me permets déjà peut-être de me présenter. Donc, je suis Fabienne Dubois. Je suis directrice des programmes en inter-entreprise au sein du groupe IGES Formation Continue. Donc, je suis accompagnée par Isabelle Barthes, que probablement vous commencez à connaître, puisqu'Isabelle, on a la chance qu'elle nous accompagne depuis plusieurs années sur les thématiques du management et notamment pour nous faire prendre du recul sur nos pratiques, sur notre quotidien, comme on va le faire ce matin, j'en suis persuadée. Peut-être une courte page de pub pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas encore le groupe IGES Formation Continue. On accompagne aujourd'hui les collaborateurs et les managers à travers trois filières trois filières métiers: les ressources humaines, le management d'entreprise donc qui nous occupe aujourd'hui, et puis le commerce relations clients. Nos parcours sont déclinés à la fois en interentreprise, mais aussi en intra et en sur-mesure. Donc, je vous ferai passer, vous avez probablement tous l'adresse de notre site si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est un autre sujet. Nous avons la chance d'avoir avec nous Isabelle Barthes, professeure des universités en management, qui nous partage à la fois son expérience d'universitaire, mais aussi de praticienne, puisqu'elle nous en dira peut-être quelques mots, mais elle a une expérience riche et ça nous va très bien parce qu'au sein du groupe IGS, on aime bien allier l'académique et le professionnel. Donc ça, c'est aussi notre ADN. Donc c'est assez parfait. Le sujet, donc, vous êtes nombreux aujourd'hui, donc c'est quand même un sujet qui a priori nous intéresse. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude, Isabelle, de parler de comment on développe les compétences de nos managers, comment on fait en sorte qu'ils stimulent leurs équipes, qu'ils les aident à grandir. Mais finalement, notre relation à notre propre manager, puisque on est très peu finalement à ne pas avoir de manager, eh bien, ça, on la questionne un peu moins. Et c'est l'occasion ce matin d'en parler et de voir peut-être comment chacun à notre niveau, on peut influencer cette relation ou la travailler de manière à ce que ça soit mutuellement profitable pour le collaborateur et puis Ah, pour c'est son pénible. Ça fait 2 fois que manager. ça saute ce matin, là, la lumière. Alors, avant de laisser la parole à Isabelle, je vous propose, si vous le pouvez, d'éteindre vos micros pour éviter quelques petites interférences. Vous êtes nombreux ce matin. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager dans la conversation. On prendra un temps en fin de présentation, évidemment, pour partager et puis que vous puissiez nous faire vos remarques, vos interrogations ou tout simplement vos avis. Et puis, je laisse la parole à Isabelle qui va nous partager tout ce sujet-là. Voilà, écoutez, merci Fabienne, merci à l'IGS de me donner cette opportunité, une fois de plus, de développer un petit thème qui intéresse toutes les personnes qui travaillent, qu'elles soient d'ailleurs en entreprise, en organisation. Et donc, je vais faire un petit exposé assez court, et puis en effet, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger parce que c'est des sujets qui sont toujours inépuisables. Et puis merci à IGS, je pense, d'offrir cette petite parenthèse, cette petite bulle à des personnes qui s'intéressent au management. Alors en effet, aujourd'hui, c'est manager son manager, mission impossible ou pari gagnant. Alors c'est une idée quand même un peu bizarroïde, qui n'est pas vraiment intuitive. Comment je peux manager mon manager et puis pourquoi le faire et comment le faire. Donc c'est un petit peu les sujets que je vais aborder ce matin. Alors pourquoi c'est pas intuitif? Parce que le management, malgré tout ce qu'on dit, on va voir qu'il y a quand même des changements, mais tout le monde le sait,
c'est quand même le N+1, le N+2, le N+3 dans cette chaîne hiérarchique. On n'est pas censé lui donner des ordres, on n'est pas censé lui donner des conseils, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Et c'est vrai que quand j'anime des séminaires de management, leadership avec des étudiants, j'aborde ce sujet parce que, on va le voir, ça peut faciliter grandement la vie professionnelle. Et puis, ça peut améliorer aussi, on va le voir, l'ambiance de travail et faire gagner beaucoup de temps. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais moi, je n'ai pas l'intention d'être manager parce que je vais être entrepreneur ou auto-entrepreneur. Alors, je le dis, tout le monde est manager. Alors d'abord, on commence par être manager, on peut devenir manager, mais même si on crée son entreprise et qu'on est un patron ou une directrice ou une DG, on est manager. On est manager par un conseil d'administration, par un conseil de surveillance, par voilà, on est toujours manager. Allô? Et alors, Oui, s'il vous plaît, est-ce que bonjour, la personne peut couper son micro qui téléphone? Ça serait sympa. Merci. Donc, je disais, on est toujours managé et je dirais que l'artisan ou l'auto-entrepreneur seul, il est managé par l'URSSAF ou les impôts, ce qui n'est pas très drôle, mais voilà, ça fait partie du job. Alors, mon manager, ça c'est quelque chose qui est une relation très spécifique et je tiens à le souligner. Alors, chacun dira ce qu'il en pense ou aura son propre jugement de la chose. Mais ce qu'on constate, alors avec des études, avec des observations, c'est qu'en fait, il y a une relation très spécifique et qui est plutôt de nature affective. C'est pour ça que j'ai mis un gros cœur rouge. Voilà, c'est plutôt de l'ordre j'aime mon patron, j'aime mon manager. Alors, je vais mettre souvent au masculin, hein, mais évidemment que ça peut être une femme, enfin, c'est souvent une femme, hein, et on souhaite. Mais on ne l'aime pas, on le déteste. En plus, il y a cette relation qui est quand même difficile parce qu'on dépend de son manager. On dépend de lui ou d'elle pour plein de trucs. Mes congés, mes RTT, une prime, une promotion. Enfin, là, même s'il est très sympa, même si on a d'excellentes relations avec lui, au bout du bout, eh bien, c'est comme lui qui décide d'une grande partie de notre vie professionnelle. En même temps, il nous protège. Il nous protège, il faut le dire, de la direction. Dans des grosses entreprises surtout, les ordres viennent du haut, ils sont parfois extrêmement complexes, ils sont parfois extrêmement difficiles à suivre. Et ben, on a ce N+1 qui est un peu une sorte de bouclier comme ça, qui nous aide à supporter quelquefois un quotidien qui n'est pas si simple que ça. Alors, il descend les infos de la direction. Et ça peut être une façon de les traduire, de les rendre plus aisément accessibles, mais ça lui donne aussi le pouvoir parce que, à moins de le court-circuiter, ce qui n'est jamais une bonne pratique, on a besoin de lui pour avoir les ordres, les stratégies, tout ce qui se passe, même si, en effet, il y a souvent d'autres moyens, mais enfin, c'est quand même la personne qui, intrinsèquement, peut vous donner des informations. Et puis, il les remonte, les informations. C'est-à-dire que vous n'êtes pas content, votre équipe, l'équipe dans laquelle vous êtes se révolte, on manque de moyens, on manque de personnes, rien ne va. Eh bien, c'est lui qui va faire l'ambassadeur auprès de la direction. Alors, on dit souvent qu'il a ce rôle d'ambassadeur dans un sens et dans l'autre. Et puis, ce manager ou cette manageuse, il manage d'autres personnes, hein, souvent. Alors, on dit qu'il y a à peu près 30% des gens qui managent, ça peut aller d'une à une, deux personnes à plusieurs dizaines, sachant que le chiffre optimal est une 10-12 personnes, au-delà, ça commence à devenir un râteau complètement ingérable, hein, il faut le savoir. Mais comme il manage d'autres personnes, on peut avoir des phénomènes de chouchou, de jalousie. Donc, c'est aussi une gestion qui n'est pas toujours simple de la relation de groupe. Et de lui ou d'elle dépend l'ambiance de travail. Et cette ambiance de travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, pourquoi manager mon manager? Alors, on va essayer d'être simple, hein. D'abord, c'est quand même mieux de travailler ensemble et puis de travailler mieux ensemble, d'avoir une bonne relation, mais surtout une relation où on va être en phase, en fait, dans les missions qu'on a à accomplir, parce que c'est rare qu'on ait des missions complètement isolées, hein. Le travail d'équipe et le management, ça consiste bien à avoir des gens qui travaillent de façon convergente vers des objectifs communs.
Mieux s'entendre. Je parlais de l'ambiance, c'est quand même très important, donc avoir cette meilleure ambiance. Et puis de façon bilatérale, c'est sympa de pouvoir avoir des relations cordiales. On peut l'aider à s'améliorer, ça on va en parler, parce que le manager n'est pas un être parfait. Il y en a beaucoup qui ont besoin, il y a peut-être des managers dans l'auditoire, qui ont besoin d'entendre qu'il y a des choses qui peuvent être meilleures, faites de meilleure façon. On peut aussi soi-même s'améliorer parce que justement en ayant ce petit jeu d'influence vis-à-vis de son manager, on va le voir, on peut mieux comprendre ce que c'est que de manager et soi-même avoir un feedback qui nous permet de mieux travailler. Avoir des infos. Je disais tout à l'heure, les infos, elles sont souvent diffusées dans l'entreprise, mais il y en a quelques-unes peut-être qu'on peut avoir de façon différente ou plus en avance de phase. Ça peut favoriser son évolution de carrière. Après tout, si on s'entend bien avec lui, peut-être qu'il aura un mot favorable ou qu'il nous donnera une opportunité d'évolution, ne serait-ce que s'il s'en va, de prendre sa place. On peut apprendre beaucoup plus sur le management et puis peut-être avoir des bonus financiers, des bonus en termes de congés, etc. Donc, il y a sûrement d'autres choses. Et vous voyez que j'ai mis des choses qui sont politiquement correctes, d'autres qui le sont un peu moins. Mais il n'est pas question là de travailler, je dirais, le management du manager au sens que certains pourraient tout de suite entendre ou pourrait y avoir des dérives, c'est-à-dire être le lèche-botte et ne pas être, je dirais, éthique dans sa relation. Hein. On va mettre ça de côté, mais n'empêche que ça existe et qu'il faut savoir quelquefois dire les choses. Alors, je parlais tout à l'heure de l'importance de la relation et de l'ambiance de travail. Les études montrent depuis longtemps qu'une des causes, toujours dans les 2 ou 3 premières causes, et souvent la première, c'est qu'on quitte un job, un boulot, parce qu'on ne s'entend pas avec son manager, parce que l'ambiance est pourrie. Et d'ailleurs, souvent, c'est aussi un critère d'intégrer une entreprise. L'ambiance est bonne, ils ont l'air sympas, et la personne qui me recrute et qui m'accueille, je m'entends bien avec elle. Et là, moi, je le vois très souvent chez des étudiants qui ont une première expérience d'entreprise. Le fait d'avoir un super manager, on pourrait appeler ça aussi un mentor, hein, va faire toute la différence. C'est peut-être pas le boulot rêvé, c'est peut-être pas l'entreprise ou le secteur d'activité rêvé, mais j'ai mon manager avec qui je m'entends super bien. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à dire, puisqu'on est dans une période de pénurie de personnel, de difficultés de recrutement sur beaucoup de jobs. On a des vrais enjeux de fidélisation, de rétention du personnel. Eh bien, le manager, il incarne l'entreprise avec cette ambiance de travail et cette bonne relation. Alors, pour avancer dans le sujet, manager mon manager, je disais que ce n'est pas intuitif, il faut sortir de croyances limitantes. Alors, croyances limitantes, vous savez, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on croit profondément et qui nous empêche de prendre notre élan, de sortir, comme on dit, de notre zone de confort, d'aller vers d'autres projets, d'avoir envie de faire plein de trucs. Voilà, parce qu'on se dit, oh, non, c'est pas possible, on s'auto-censure. Alors, des croyances limitantes, elles peuvent être très nombreuses à propos du manager. Vous voyez, j'ai mis une photo d'un manager elle est un peu caricaturale, exprès. Voilà. Mais ce serait, de toute façon, le manager a toujours raison. Alors, il a toujours raison parce que il est plus malin que moi, il sait plus de choses. Puis, de toute façon, vu son statut, c'est lui qui décide. C'est peut-être pas si évident que ça. On ne change pas comme ça. Ouais, je ne m'entends pas avec lui, on va le voir, il ne se comporte pas comme je voudrais. Et les gens ne changent pas. Je crois que ce n'est pas vrai. Ça demande peut-être du temps, mais on peut toujours évoluer. Il n'a besoin de personne. Ah oui, la réussite, le pouvoir, particulièrement dans notre culture, sont souvent des choses qui sont perçues comme individuelles. Ce n'est pas vrai. La réussite, le pouvoir, c'est des co-constructions et on a besoin des autres toujours. Je n'ai rien à lui apporter. Oui, peut-être vous êtes débutant, vous venez d'arriver, et puis voire des faits, vous êtes subordonné, hein, comme on dit aussi, mais vous avez certainement des choses qu'il ne sait pas faire ou des visions qu'il n'a pas, et ça, il faut revenir dessus. Il ou elle n'a pas de sentiments. Oui, c'est vrai que
Beaucoup encore de managers, ça existe encore pas mal, s'imaginent qu'il faut laisser ses sentiments. On en a déjà parlé dans un webinaire, ses émotions dans la vie privée. J'ai encore entendu récemment, quelqu'un qui me disait, j'ai été recrutée, mais on m'a dit qu'ici, on laissait ses émotions, on laissait sa vie privée à l'extérieur de l'entreprise. Non, un manager, c'est un être humain, il a des sentiments, des émotions, il se met en colère, il n'aime pas, il est triste parfois. Et il n'existe que le pouvoir hiérarchique. Non, ça c'est faux. Il y a des pouvoirs hiérarchiques qui continuent à exister, mais il existe d'autres formes de pouvoir et on va voir que l'influence en fait partie. Donc, c'est vrai que ça demande une petite gymnastique et ça demande de regarder son manager avec peut-être d'autres yeux et se dire que soi-même, on n'est pas quelqu'un qui est uniquement dans la soumission parce qu'on est manager. Alors, je disais, le manager est un être humain, il faut le dire. C'est vrai que, par exemple, moi, je suis professeure. Vous le savez, en tant qu'élève, on a l'impression, vous avez tous connu ça, mon prof, on le rencontre à la piscine ou on le rencontre, je ne sais pas, sur le marché ou avec ses enfants. Mon prof mange, mon prof va au cinéma, alors qu'on a une sorte de vision assez, quand on est enfant, assez limitée de ce prof qui est dans la salle de classe et puis qui ferait que ça toute la journée et toute la nuit. Donc, c'est un être humain. Alors, d'abord, il faut se dire qu'une relation, elle est toujours construite à 50-50. Et quand on fait de la recherche, on parle de dyade. On parle de la dyade manager-manager. Il y a rarement un manager complètement nul tout seul dans son coin. Il faut savoir qu'il va donc avoir cette relation co-construite que vous allez avoir avec lui. Donc, ça, c'est le point de départ du management, du manager. Ensuite, c'est un être humain. Il aime être reconnu, il aime être apprécié, il aime être aimé. Moi, je travaille beaucoup avec des managers. C'est d'ailleurs souvent quelque chose qui est difficile pour eux parce qu'ils aimeraient être aimés de leurs équipes. Et comme ils prennent des décisions, et souvent des décisions pas faciles, souvent des décisions pas agréables, ils sentent qu'ils ne sont pas aimés. Et un manager qui veut trop être aimé, il ne prend pas de décision, il veut du consensus, et c'est souvent pas un super bon manager. Donc voilà. Donc cette question d'être reconnu, apprécié, aimé, elle existe, et il faut savoir que c'est pas toujours simple quand on manage. Il peut être très content, ou elle peut être très contente d'avoir de bonnes propositions. Comme je le disais, tiens, ça, je n'y avais pas pensé. Mais en effet, vu de ta pratique, vu de ton job, tu m'apportes quelque chose de nouveau. Il aime avoir du feedback de la même façon. Voilà, j'ai animé une réunion, j'ai été faire une négo d'un grand compte, je viens de terminer un rapport. Je suis content de savoir que des personnes l'ont lu ou peuvent me faire un retour sur ce qui s'est passé. Et il ne va pas toujours le solliciter, mais il apprécie. Il a bien sûr tout intérêt à ce que son équipe tourne bien. C'est son job. Manager, c'est faire tourner une équipe, c'est faire grandir les talents, c'est faire avancer les projets, c'est que ça soit performant tous ensemble. Donc, tout intérêt, lui aussi, à ce que ça se passe bien. Et puis, quel manager aime être détesté? Je crois que ça n'existe pas, même s'il y en a qui pourraient s'en vanter. Et quelquefois, il y a ce qu'on appelle des managers égotrophes ou égotrophiques, qui sont tellement dans leur super ego qu'en effet, ils ne regardent personne. Mais bon, c'est quand même des exceptions. Alors, le management autrement existe déjà. Vous le connaissez, il existe peut-être dans votre entreprise. Alors, on a par exemple le rétro-mentorat. Le rétro-mentorat, c'est quoi? C'est cette pratique de mentorat, c'est cette pratique où vous avez quelqu'un d'expérimenté qui va accompagner quelqu'un qui l'est moins. On le voit par exemple beaucoup chez les femmes, puisqu'on a toujours cette problématique de faire monter les femmes en puissance en management. Mais le rétro-mentorat, c'est quelqu'un de plus jeune, beaucoup moins expérimenté que parfois, et qui va plutôt aider quelqu'un de plus expérimenté. Alors, souvent, c'est la question numérique. C'est-à-dire, le plus jeune va arriver avec des compétences en numérique et va permettre une personne plus âgée, plus expérimentée sur d'autres chapitres, d'être formée ou d'être accompagnée. Il va l'accompagner à ça. On a bien sûr le management participatif, qui est de plus en plus appelé de ses voeux, où on va solliciter l'avis des personnes pour prendre des décisions. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui existe dans beaucoup d'entreprises. On a l'entreprise libérée, qui a été démarrée, le concept a démarré en
vingtaine d'années, les résultats ne sont pas terribles, hein, on va le dire, libéré de son management, mais qui fait quand même qu'on voit des entreprises, alors, par exemple le mode start-up aussi, où le management est partagé, ou n'est pas du tout vertical, comme c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits. Et puis, il y a tous ces métiers, que peut-être certains d'entre vous exercent, le management transversal. C'est-à-dire des métiers où on va être à 100% transversal, c'est-à-dire managé par influence, sans pouvoir hiérarchique sur les personnes, être chef de projet, être community manager par exemple. Et puis on va avoir des fois, c'est peut-être votre cas, des part-time. J'ai en gros une journée sur un projet que je pilote, mais je pilote des équipes qui n'ont aucun pouvoir, sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir hiérarchique. Donc c'est aussi quelque chose qui existe déjà de façon un peu diffuse dans les organisations et dont on peut s'inspirer. Alors, comment manager mon manager? Donc, on arrive au comment. Alors, d'abord, il y a des contextes plus ou moins facilitants. C'est vrai que s'il vous a recruté, c'est quand même plus simple pour vous de le connaître, il vous connaît et vous avez déjà une relation qui s'est tissée. Ce qui est beaucoup moins le cas ce qui existe encore dans pas mal d'entreprises, de grosses entreprises, vous avez été recruté pratiquement que par le service RH et puis il n'a pas eu forcément un avis très important sur la chose et vous êtes parachuté dans son service. Ça peut être aussi dans les administrations, on connaît beaucoup ça avec les phénomènes de mutation, on ne choisit pas avec qui on travaille. Donc là, il y a des contextes plus ou moins facilitants. De la même façon, si c'est lui qui est le patron ou la patronne de l'entreprise, l'influence que vous pouvez avoir sur lui ou elle va peut-être être moins modérée que s'il est intermédiaire dans une longue chaîne hiérarchique, où lui-même subit les influences et les injonctions de son propre N+1, N+2. Vous savez qu'il y a des chaînes hiérarchiques qui peuvent aller jusqu'à 8-10 échelons, et c'est des fois assez catastrophique de ce point de vue. Donc déjà, il faut repérer ça, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà une connaissance, est-ce que c'est un petit peu abrupt comme prise de contact, et puis quelles sont les autres zones d'influence qu'il peut avoir dans l'organisation. Après, il va falloir apprendre à le connaître ou la connaître. Alors quand je dis ça, il y a quelque chose de très important, c'est les valeurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir des valeurs, je ne sais pas, d'éthique très forte, des valeurs de professionnalisme, des valeurs d'audace. Donc, cerner ces valeurs et puis savoir si vous êtes en phase avec cette vision des choses, ça c'est déjà très important. C'est déjà une première marche pour savoir si vous allez pouvoir vous entendre avec lui, mais aussi pouvoir évoluer dans votre relation avec lui. Ensuite, il y a tous les traits de personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un, et là c'est une période d'observation. Quand je dis apprendre à le connaître, il faut observer, il faut apprendre à regarder. Est-ce que c'est quelqu'un de colérique? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, très extraverti? Est-ce que c'est quelqu'un qui se tait? Voilà, donc il va falloir l'observer et regarder dans différentes situations. Parce qu'on n'est pas le même en présence de clients, on n'est pas le même en présence d'autres personnes de l'entreprise, d'autres services, son propre N+1. Voilà, donc ensuite, son style de management. Est-ce qu'en effet, c'est quelqu'un plutôt dans le style vertical, autoritaire, descendant, plutôt participatif et à l'écoute? C'est quelque chose qu'il va falloir aussi apprendre à comprendre. Et puis, son fonctionnement au quotidien. Et là, moi, mon conseil que je donne toujours, c'est ne pas hésiter à poser des questions. C'est-à-dire, le premier entretien, qui va être par exemple l'entretien d'intégration, si vous l'avez, parce que il n'existe pas, mais la chance que vous pouvez avoir de discuter avec lui, de ne pas hésiter à lui demander, vous préférez un compte rendu écrit, vous préférez qu'on se voit toutes les semaines, voilà, comprendre son fonctionnement. Donc il faut apprendre à le connaître et à voir comment il évolue. Alors si on est en mode entrée, c'est ce que je viens de dire. Alors les questions, ça peut être, vous préférez qu'on communique, puis vous allez le voir à l'oral, vous savez, quelqu'un qui aime bien les small talks plutôt dans le couloir, ou alors quelqu'un qui au contraire est très fondé sur l'écrit, qui préfère des mails, qui préfère des mémos. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre assez vite. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la synthèse,
« Oh non, moi je veux des trucs courts, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, quelques lignes », ou quelqu'un qui va être beaucoup plus qui a besoin d'analyse, où il faut développer sa pensée quand on lui fait passer une information. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les rencontres fréquentes, en effet, on se voit un peu tous les jours, et puis au contraire, qui a besoin de rendez-vous formels, plus espacés. Dans ce cas-là, il faut être dans l'agenda. Est-ce qu'on est dans le formel? Est-ce qu'on est plus dans l'informel? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tourné solution? Est-ce quelqu'un qui est plus tourné problème? Donc ça, c'est des questions qu'il faut aborder par petites touches, hein, bien évidemment. La commande ne se fait pas en une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est plutôt lui qui imprime le rythme que vous, et qu'il va falloir plutôt se mettre sur ses rails ou se mettre dans ses chaussures que le contraire. Même si on va le voir, on peut faire travailler les choses un petit peu différemment. Alors, il y a aussi un cas, c'est le manager qui arrive. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez avoir une équipe qui existe, qui tourne bien, et puis c'est un nouveau manager qui arrive. Et là, moi, le rôle que vous pouvez avoir, c'est bien l'accueillir, lui donner les codes de l'entreprise. Le manager n'est pas un devin. Il a été briefé, lui-même n'a pas forcément beaucoup d'informations. Et je pense que ça peut être une bonne pratique de chercher à lui montrer qu'il est bienvenu, que vous allez lui faciliter la vie. Alors, ça peut être des petites choses, hein, très, très opérationnelles, la cantine, la pause café, les petits restos du quartier, enfin, tout ce qui va faire que vous allez vous faciliter aussi la relation avec lui et lui dire aussi un petit peu comment vous fonctionnez. Mais attention, tout en laissant la porte ouverte à son propre fonctionnement. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on prend trop la main sur une personne, dans ce cas-là, par exemple, elle peut avoir envie ensuite de se débarrasser de vous parce que vous imprimez trop le côté débutant qu'il peut avoir, ou il peut avoir l'impression qu'il dépend de vous. Donc, il faut être très subtil hein, dans cette façon de fonctionner, mais c'est quand même un moment important, l'accueil d'un nouveau manager, où vous pouvez avoir un rôle qui n'est pas anodin. Alors, en mode routine, c'est-à-dire vous avez votre manager, vous fonctionnez, ça fait un petit moment que vous travaillez avec lui ou elle. Ce qui est très, très important, ça va être d'être exemplaire. C'est-à-dire que si vous avez une façon de fonctionner, il faut vraiment vous y tenir et ne pas partir dans des dérives. On va le voir, il faut qu'il ait confiance en vous. Donc, ça vous demande quand même une tenue, une exemplarité, de tenir vos engagements. Si vous avez convenu avec lui que c'était un petit compte-rendu hebdomadaire de votre activité, ou vous avez un rendez-vous des points réguliers, ou que voilà, il faut tenir vos engagements, autrement vous n'aurez pas d'influence sur la personne. Vous ne pourrez pas tenir ces objectifs que vous aviez, entre guillemets, de manager votre manager et puis d'avoir une relation professionnelle performante et productive. Si vous faites des confidences, parce que justement cette entente, il faut être absolument dans la confidentialité absolue, autrement tout explose. Il faut s'intéresser à lui. Le problème des managers, très souvent, c'est que on leur demande d'être beaucoup dans la reconnaissance de leurs collaborateurs. Ça, c'est un des premiers mots qui vient, la bienveillance. Écoutez, inversez les choses. Soyez aussi bienveillant et reconnaissant vis-à-vis de votre manager. C'est-à-dire que savoir dire merci plutôt que d'être toujours sur le bureau des plaintes, c'est quelque chose d'important et il vous en sera gré. C'est vrai qu'on considère souvent que tout est dû, que le manager doit trouver des solutions pour tout. Et il faut savoir que beaucoup de personnes ont de la difficulté maintenant à vouloir aller vers du management parce qu'ils n'y voient que des problèmes, pour être poli. Donc, le fait de s'intéresser à lui, d'être bienveillant et de retourner, hein, je dirais, cette façon de fonctionner, c'est un acte de management qui est important. Savoir reconnaître ses torts, si on s'est planté, ça c'est valable pour tout le monde, mais ça montre une dimension aussi que vous avez d'intelligence de votre situation, d'intelligence de vos actes, et savoir dire que vous vous êtes trompé. Et puis une chose très importante, comprendre ce qu'il veut exactement. C'est-à-dire que derrière une demande d'un manager,
il y a souvent une autre demande. Alors, cette autre demande, elle peut être sur la forme, mais elle peut être sur le fond. Il vous demande une nouvelle mission, il vous demande de construire un budget, il vous demande de trouver un nouveau client. Oui, mais je crois que l'intelligence qu'on peut avoir quand on est manager, c'est que derrière cette question, derrière cette demande, qu'est-ce qu'il y a en réalité? Et très souvent, moi je constate, surtout peut-être quand on débute dans la vie professionnelle, mais eh bien qu'on se contente de la commande. Et quand on est commercial, on sait toujours que derrière une commande d'un client, derrière une demande d'un client, il y a autre chose. Et il peut y avoir une dimension affective, il peut y avoir une dimension beaucoup plus prospective, il peut y avoir une dimension très différente. Et la question de la reformulation de la demande et ne pas simplement la servir bêtement et de façon complètement simple est quelque chose de très important et qui vous aidera là aussi à mieux pouvoir inférer, enfin, ou interférer ou inférer des choses qui sont proposées par ce manager. Alors, après, vous êtes, là j'étais en mode routine, tout se passe bien, vous voulez avancer, mais vous pouvez être en mode conflit. En mode conflit, ça ne veut pas dire que vous vous disputez avec lui, que vous échangez des noms d'oiseaux, que rien, voilà, qu'il y ait de la colère. Mais en fait, vous n'êtes pas satisfait de la façon dont il vous manage. On va être très clair, je pense que ça arrive très souvent. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez changer chez lui? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il modifie comme façon de faire? Alors, vous voudriez qu'il vous délègue davantage de tâches. Ça peut être quelque chose. Qu'il vous fasse plus confiance, qu'il vous mette moins la pression, qu'il arrête de toujours dire que tout est urgent, qu'il communique mieux, qu'il gère lui-même mieux ses priorités, qu'il sache prendre des décisions. Voilà, c'est des choses qu'on voit très souvent hein, quand on mène des diagnostics. Ah, mon manager, il ne s'est pas décidé, c'est une catastrophe, on perd un temps fou, ou alors il ne prend pas la bonne décision, il est tout le temps à nous mettre la pression pour rien, il ne nous fait pas confiance. Voilà, c'est des choses. La liste peut être très très longue, mais au moins sachez quels sont vos objectifs vis-à-vis de ce management et de ce manager dont vous n'êtes pas satisfait, sur lequel vous voudriez avoir de l'influence. Je répète, c'est normal. Les managers ne sont pas toxiques, ils sont souvent insécures, pas toujours compétents. Puis on leur demande tellement de choses, souvent ils continuent à avoir une partie de leur job qui est opérationnelle, qu'ils peuvent passer à côté de choses. Quand vous faites ce diagnostic aussi, essayez d'objectiver. Il ne me fait pas confiance. Alors, je le disais tout à l'heure, est-ce que je suis digne de cette confiance? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps à faire des gossips dans tous les coins? Il me dit que c'est toujours urgent, mais est-ce que je suis quelqu'un qui rend les documents à l'heure, qui fait mon job? Voilà, il y a aussi, je répète, une co-construction. C'est-à-dire, c'est l'occasion aussi de faire le point sur sa façon de travailler. Donc, vous voulez plus de délégation, vous voulez plus de confiance, il faut faire vos preuves. Voilà. Donc, il faut lui montrer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça ne va pas se faire simplement, qu'il peut vous faire confiance. Vous voulez qu'il délègue plus, montrez que vous pouvez avoir des initiatives, faites des propositions au cours d'une réunion. Ah ben moi je pense qu'on pourrait peut-être, j'ai été voir telle entreprise, j'ai fait un petit benchmarking. Ayez des initiatives, parce qu'autrement, ben, il n'aura pas forcément l'idée de vous déléguer quelque chose. Vous voulez moins de pression, gérez vos priorités parfaitement. Montrez que vous êtes capable justement de ces peut-être priorisations avec par exemple des plannings partagés, alors pas forcément électroniques, mais où vous travaillez avec lui sur la planification par exemple de projets. Vous le voulez qu'il soit moins agressif, eh bien vous-même, montrez-vous extrêmement poli, extrêmement aimable et ne répondez pas à l'agressivité par l'agressivité. Donc ça demande véritablement d'incarner ce que vous souhaitez pour donc obtenir ce que vous voulez par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Un élément clé de la relation du management par influence, et là, en l'occurrence de cette relation un peu inversée que je propose, c'est les feedbacks. Et alors, j'ai repris un travail très bien fait d'un coach qui s'appelle Paul Devaux et qui nous dit qu'il y a 3 types de feedback positifs. On a toujours besoin de feedback positif hein, pour progresser. Et c'est des choses qu'on peut très très bien utiliser comme manager, mais comme manager. Donc, le feedback d'alternative,
Je préfère quand tu me donnes des pistes de réflexion avant de me lancer dans mes recherches. Je préfère. Voilà. C'est-à-dire que vous lui donnez la main, vous lui suggérez la façon dont vous aimeriez qu'il travaille. Un feedback de renforcement. Alors là, vous l'invitez à faire la même chose. Voilà, je me sens plus efficace et motivée depuis que nous organisons ces réunions d'équipe express en début de journée. Là, vous avez trouvé une satisfaction par rapport à des choses que vous voudriez dans la façon dont il manage et vous lui faites ce feedback. Et puis un feedback réflexif qui touche la personne sur quelque chose qui est important à ses yeux. Je vois que la créativité est quelque chose de très important pour toi. Voilà. Et vous renforcez là aussi quelque chose que vous voudriez voir faire évoluer de la façon dont vous percevez son management. Alors, donc, comment on fait un bon feedback? Eh bien, on se concentre sur les actes. Voilà, on ne porte pas de jugement sur la personne. Le feedback doit être authentique et puis partager des émotions positives et puis avoir une recommandation au bout, comme le montrent ces petites phrases, pour que ça se reproduise plus tard. Donc, on est vraiment dans des zones d'influence. Hein. Vous voyez, je dirais, on nudge, hein, c'est le vocabulaire, on nudge son manager avec des petites touches, sans espérer que tout change du jour au lendemain, mais je vous promets que ça marche, et ça marche dans les deux sens. Hein. Si vous êtes manager, quand vous proposez ou vous renforcez ou vous touchez la personne sur sa façon dont elle est et dont elle fait, eh bien ça marche. Alors en mode conflit, je reprends un peu cette question de communication. Communication non violente, hein, qui a été largement développée par Marshall Rosenberg, c'est le OSBD en français, OSBD. Donc, ça s'est mal passé. Là, vous avez le sentiment que votre manager vous a... voilà, j'ai pris un exemple, vous êtes dans une réunion, vous faites un exposé, puis tout d'un coup, pouf, il vous interrompt, ou elle vous interrompt en disant « ça ne va pas, les chiffres ne sont pas bons, tu es trop long, tes slides sont pourris », enfin, je ne sais pas, ça peut être beaucoup moins désagréable que ça, mais avoir quelque chose qui ne vous a pas plu, eh bien là, c'est pareil, sachez dire les choses. Sachez dire les choses. Alors, première chose, sortir des émotions. On en a parlé lors d'un dernier webinaire. Ne pas agir sous le coup de la colère, du dégoût, de la tristesse, ces grandes émotions, mais vraiment refroidir les choses, le stop, hein, se mettre en situation de dire, bon, j'attends, je ne réponds pas à ce que j'estimais une provocation, ce que j'estimais quelque chose de blessant, par écrit ou par oral. Je sors des émotions. Et ensuite, je rentre dans cette communication non violente avec donc l'observation. J'énonce les faits de façon objective. Là, c'est pareil, je ne suis pas sur les personnes, je suis sur les actes. J'exprime ce que je ressens. J'indique mon besoin et puis je fais ma demande. Et ça, c'est se dérouler, alors qui n'est pas toujours simple, hein, j'en suis d'accord, mais qui vous permet de dire des choses à votre manager, votre N+1, votre autorité hiérarchique, de façon à faire progresser les relations et peut-être son management plus généralement, sans vous mettre en situation de tension qui serait insupportable. Alors un exemple, eh bien, cher manager, hier, quand vous m'avez repris pendant mon exposé, voilà, alors là, c'est d'observation, c'est des faits. Vous m'avez repris, c'est des faits. C'est pas vous m'avez parlé mal ou j'ai pas, voilà, vous m'avez insulté, c'est pas ça, hein, des faits. Je me suis senti mal, à l'aise et honteux. J'exprime mon sentiment. J'ai besoin de votre confiance et du respect de mes collègues, c'est le besoin. Pour me sentir légitime et plus à l'aise, j'aimerais que vous m'en parliez en aparté la prochaine fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, on ne lui fait pas la leçon, par petites touches, on l'aide à comprendre, nous, ce dont on a besoin, et on lui renvoie la demande qu'on aimerait. La prochaine fois, dites-moi avant, ou est-ce que vous souhaiteriez que je vous remette mon exposé avant, de façon à ce que je m'améliore? Enfin, vous voyez, il y a toute une graduation de ce qui peut être dit pour éviter donc, ces situations de tension, et espérer que la prochaine fois, en effet, hein, l'effet cliqué d'influence qu'on peut avoir sur une personne. Alors, manager son manager en mode départ, et ça va être, j'arrive au bout de mon petit exposé, il y a deux choses. Vraiment, ça ne se passe pas bien, la relation n'est pas bonne, il ne vous manage pas comme vous aimeriez que ce soit le cas, et là, il n'y a pas de raison ou de tort, hein, c'est vous qui... Cette relation 50-50, cette dyade est plutôt divergente, hein, on parle de dyade convergente,
qu'on dit consonante, divergente, elle est divergente. Il y a première chose, c'est savoir lâcher prise et accepter. Bon, je ne le changerai pas. De toute façon, j'ai essayé communication non violente, j'ai essayé de nudger, j'ai essayé de répondre à ce qu'ils me demandent, mais rien ne fonctionne. Bon, là, il faut savoir lâcher prise et accepter. Accepter. Évidemment, je vois très bien ce qui va se passer. C'est du désengagement, c'est un boulot moins bien fait, c'est une perte de performance, c'est éventuellement du congé maladie. Voilà, ce n'est pas la bonne solution. Mais la deuxième chose, c'est partir. C'est partir parce que ça se passe suffisamment pas bien pour que ça ne soit pas gagnant-gagnant, on va dire. Et là, il ne faut pas hésiter à dire les choses de façon constructive. Alors, les départs sont souvent ratés dans les entreprises. Je l'ai abordé des fois en parlant de ce qu'on appelle le off-boarding. Elle ne vous propose pas la possibilité de partir dans de bonnes conditions. C'est à vous aussi de construire cette relation du départ en expliquant pourquoi vous partez. Alors, ce n'est pas règlement de compte à OK Choral, parce que là, vous risquez de vous griller. Mais ce n'est pas non plus être dans le déni de tout, comme on le voit beaucoup. C'était formidable, c'était génial, je vous adore, alors qu'en fait, vous partez pour mésentente ou performance de management insuffisante. Donc là aussi, c'est l'occasion d'appliquer la communication non violente, enfin la bonne communication, le feedback, en restant constructif. Et puis, laissez la porte entrouverte, parce que vous aurez peut-être l'occasion d'être ce qu'on appelle un salarié boomerang. Vous reviendrez peut-être dans quelques mois ou quelques années. Et quand je dis partir, ça peut être changer de service, changer dans les grandes entreprises. Voilà. Mais là aussi, il y a un moment où on peut expliquer. Et j'ai vu des managers prendre vraiment des coups sur la tête parce que des personnes quittaient et leur expliquaient qu'elles quittaient à cause d'eux. Et pas pour le reste. L'entreprise qui passait bien, ils aimaient bien leur boulot, ils aimaient bien leurs collègues, leurs clients, mais c'était vraiment impossible. Et on apprend de ce genre de moments. Et c'est dommage, je pense que les départs soient vécus souvent de façon très affective et donc ne permettent pas, dans une forme de déni, ne permettent pas de construire quoi que ce soit. Voilà, j'ai terminé mon petit exposé. Il n'est pas exhaustif, loin de là, mais voilà, je vous remercie bien sûr de votre attention et je serai ravie de pouvoir répondre à des questions ou d'entendre des témoignages ou des expériences qui ont eu lieu sur ce sujet très particulier. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour cette probablement prise de conscience, petit pas de côté. Je trouve que c'est intéressant voilà, de faire un pas de côté pour peut-être changer le regard sur le management, puisqu'on a tous des managers. Donc, moi, j'y vois aussi beaucoup de choses en miroir par rapport aux pratiques managériales habituelles, finalement. Mais sauf que on change de sens et puis on sort un petit peu de cette relation parfois trop verticale entre le manager et le managé, ou en tout cas trop en sens unique. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à tout ça. On va regarder attentivement. Moi, j'en ai une première, si je peux me permettre. Par rapport au... Est-ce que, j'imagine, ça joue, la culture de l'entreprise joue beaucoup dans son pouvoir d'influence, même si je pense que tout le monde peut influencer. Tu le disais, Isabelle, dans les équipes, il y a 30% de managers, ça veut dire qu'il y a 70% de gens qui peuvent influencer, donc, et pour que ça aille mieux dans les organisations. J'ai peut-être le sentiment que dans les univers anglo-saxons, c'est peut-être un petit peu plus ouvert ou permis, ou en tout cas en apparence, et je fais un peu le lien, alors j'ai une petite expérience passée dans un environnement anglo-saxon, mais avec la logique de l'évaluation à 360 degrés, avec, voilà, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on le rencontre assez peu en France, dans des organisations plus classiques. On n'est encore pas très ouvert à tout ça, et tout ça est peut-être lié, mais peut-être que c'est pas spécifiquement lié voilà, la culture anglo-saxonne, mais en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Je sais pas s'il est Alors, partagé. non, mais tu as tout à fait raison. L'ancrage culturel est très, très important. Et quand on regarde des théories de management à l'interculturel, je pense à des gens comme Tropenard, Hall ou Hofstede, la relation hiérarchique est très, très différenciée suivant les cultures. Ça, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on est, alors je simplifie, on a des pays où on est dans le
contrat, et il y a des pays où on est, donc ça c'est plutôt les pays anglo-saxons, et des pays où on est dans le statut. Et la France est un pays de statut. C'est-à-dire qu'on voit le management comme un statut et comme une façon d'avoir du pouvoir sur les autres, hein, il faut être très clair. Les sociétés anglo-saxonnes sont plus dans le contrat. Donc on va avoir plus une mise à niveau, en effet, très pragmatique, tournée en l'occurrence vers la performance, ce qui peut introduire quelquefois des relations qui peuvent nous choquer, très cash. En fait, on le voit des fois dans les films ou les séries américaines, hein, et où on n'aura pas cette relation de distance hiérarchique qu'on voit dans d'autres cultures. Si on travaille par exemple dans les pays maghrébins, ben, on voit que là aussi la distance hiérarchique est plus importante. Donc c'est vrai qu'il y a l'ancrage culturel qui est très important. Vous avez peut-être tous lu Stupeur et tremblement qui décrit, c'est Amélie Nothomb dans son bouquin quand elle travaille dans une société japonaise, hein, voilà, et ça c'est clair, il y a un ancrage culturel très fort. Puis après, il y a des ambiances, hein, parce qu'on peut être en France avec une ambiance justement plus contractuelle, plus anglo-saxonne, mais tout à fait, ça c'est clair. Et ça va faciliter plus ou moins cette zone d'influence dont je parlais, ou la facilité ou la cité. Il y a une remarque, Isabelle, alors je ne vois pas le prénom de la personne, je m'en excuse, qui dit, l'exposé parle d'un collaborateur avec son manager, mais comment peut-on faire quand il y a une coalition contre un manager? Comment leur faire comprendre les bonnes attitudes? Alors, c'est un manager qui parle? C'est du vécu probablement. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt un manager qui parle. Alors, j'ai envie de dire, je répète, on est dans des paradigmes interactionnistes, hein, pour prendre des grands mots, on est dans la co-construction. Vous savez, il n'y a pas de mauvais père ou de mauvaise mère, et de bons enfants et de mauvais enfants. On est dans la construction. On le sait, quand vous élevez vos enfants, il y a des choses qui marchent très bien avec les uns, pas du tout avec les autres, etc. S'il y a coalition, il faut voir, là, il faut vraiment, je pense, l'intervention d'un tiers. Et c'est vrai que le colloque singulier qu'on peut avoir quelquefois entre un manager et ses équipes, il peut être très embarrassant et très sclérosant. Et là, mon conseil, c'est s'il y a vraiment coalition, d'abord, si on est manager, se poser les bonnes questions et se regarder dans la glace, hein, parce qu'on n'est peut-être pas le top manager qu'on pensait être. Alors peut-être pour des raisons qui sont des ordres qu'on a dû appliquer du haut et puis sur lesquels on n'était pas à l'aise, ça je l'entends tous les jours, hein, chez des managers intermédiaires. Bon, déjà, il faut se regarder. Et ensuite, il faut, je pense, envisager l'intervention d'un médiateur, d'un tiers, qui peut être dans une entreprise, le RH, enfin, en fonction des choses. Parce que l'idée des bonnes attitudes, je ne suis pas sûre qu'avoir un jugement comme ça sur ce que j'attends des personnes et de la façon dont elles doivent se comporter, c'est à 100% possible. C'est souvent, là aussi, quelque chose qu'il faut... Qu'est-ce qu'une bonne attitude? Pourquoi je considère qu'il s'est mal comporté, mon collaborateur? Et je pense que là, il y a vraiment une remise en question à faire. Et je répète, l'intervention d'un tiers. Parce qu'autrement, ça risque d'être très vite du frontal. Et on rentre dans de l'affectif. On n'est plus dans l'objectivation dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, Mathieu nous fait une remarque. On parlait d'ambiance en début de webinaire. Quelles sont les limites à fixer, à ne pas dépasser pour que le rapport hiérarchique soit tout de même conservé? C'est là juste où est-ce qu'on met le curseur? Eh bien, c'est une très très bonne question. Vous êtes un supérieur hiérarchique, vous êtes un manager, vous n'êtes pas le copain. Et c'est vrai qu'on confond souvent cette notion de copinage. Il faut garder, il faut accepter, je crois qu'il faut accepter quand on prend un poste de manager, et d'ailleurs on le sent beaucoup quand on est collègue et qu'on devient le manager de sa propre équipe, ce qui est un des exercices les plus difficiles. C'est plus facile de venir de l'extérieur, hein, pour prendre une équipe en main. Et là, vous voyez bien la différence de regard qu'on a sur vous. C'est-à-dire, vous étiez le vendredi, vous étiez le collègue, vous tapiez sur l'épaule, et puis le lundi, vous êtes le patron. Et c'est vrai que là, l'ambiance peut être bonne, mais au bout, c'est quand même vous qui décidez, qui arbitrez. Et il faut accepter de ne pas être aimé au sens affectif. Il faut être respecté. Et respecté, ça peut être dans une très bonne ambiance, mais au bout du bout, c'est vous qui prenez les décisions, qui arbitrez. Et là, il faut accepter que des fois, ça ne soit pas très agréable. Donc le curseur, il est difficile à apprécier, mais vous le voyez souvent.
une petite phrase de trop, la petite phrase de trop, le tutoiement trop intempestif, l'intrusion sur quelque chose que vous avez fait. Et là, il faut reprendre. Il faut reprendre gentiment, il faut reprendre avec fermeté. J'ai eu un témoignage l'autre jour de quelqu'un qui disait qu'ils avaient eu un collègue qui était devenu le directeur de leur équipe et qui s'était mis à vouvoyer tout le monde. Il dit, ça nous a mais scotché, on se tutoyait tous et il nous a expliqué qu'il avait besoin de nous vouvoyer pour prendre sa dimension de manager. Et le témoignage était, en fait, ça nous a choqués, mais quand il nous a expliqué poliment, on a compris, et ça a été une façon pour lui et pour nous de comprendre que c'était lui le patron. Voilà, c'est une petite anecdote, mais je reconnais que, surtout avec les injonctions qu'on a maintenant de bienveillance, d'écoute, de gratitude, etc., c'est quelquefois très compliqué pour un manager. Vous voyez, il y a un retour actuellement sur l'éducation du parent copain, du parent qui du coup laisse tout faire. L'autorité qui n'est pas le pouvoir, hein, l'autorité elle est légitimée, etc. C'est quelque chose qui cadre et qui est très important pour que les choses se passent de la bonne façon et avancent. On avait aussi, merci Isabelle, on avait une remarque de Déborah qui nous demande comment réagir lorsque la confidentialité n'est... Pardon, excusez-moi, c'est parti. Hop, on va y arriver. Comment réagir quand la confidentialité n'est pas respectée par le manager, même après un échange non accusateur avec lui sur le sujet? Tu parlais d'ailleurs, et je trouve que la communication non violente dont tu parlais tout à l'heure, c'est des petits outils qui, à mon avis, peuvent faciliter la résolution de ce type de problème. Si je comprends la situation, Déborah, oui, c'est ça, Déborah a dû donner des informations à son manager qui ne s'est pas permis de les rendre confidentielles, enfin, qui ne les a pas gardées confidentielles. Là aussi, hein, ce que je disais, les managers ne sont pas des héros, ce sont des êtres humains et certes, beaucoup n'ont pas les bonnes pratiques, hein, il faut le dire aussi. Là, je crois que d'abord, c'est un warning, c'est-à-dire la prochaine fois, je n'irai pas lui dire des choses que je ne veux pas diffuser. La deuxième chose, c'est aller lui dire, avec un petit peu cette communication, donc ça. Eh bien, j'étais venue vous dire des choses que je considérais comme confidentielles ou que nous avions convenues confidentielles. Je constate qu'elles ont été, que vous les avez diffusées à des collègues. Ça me met mal à l'aise, ça me met en difficulté, ça m'attriste, etc. Voilà, est-ce que j'aurais besoin que ça soit beaucoup plus... hein, et est-ce que je peux compter sur vous? Voilà, il faut revenir et marquer les choses. Et c'est vrai que les managers immatures peuvent se mettre en colère par rapport à ça. Je répète, ce n'est pas simple. Et plus vous aurez une relation, vous, de manager, avec ces bonnes pratiques, hein, on va dire, plus vous aurez une chance quand même que la personne évolue dans son comportement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit que des fois, il y a un souci de santé mentale. C'est vrai qu'après, si vous avez quelqu'un qui est très colérique, dans l'hubris, d'abord, il n'a pas sa place comme manager. Hein. On va être très clair. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de casting en management dans les entreprises. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est vrai que où on essaye c'est pour ça que je dis manager son manager, où on essaye de faire évoluer les choses, où on subit, et ça peut être très, très difficile à vivre. Des échanges sur le tutoiement, le vouvoiement, est-ce que, voilà, c'est toujours des questions qu'on peut se poser? Ça dépend probablement aussi de l'ambiance de l'entreprise, de la culture. Alors, c'est ça, hein, c'est des pratiques. C'est vrai que quand tout le monde se tutoie, on va se tutoyer. Alors, ça, c'est la grandeur et la difficulté de la langue française. Il y a énormément de cultures. Tu parlais des cultures anglo-saxonnes, on ne se pose pas la question. Hein. You, voilà, c'est vous et tu. Même en Espagne, où il y a les deux existent, le usted est quand même très peu utilisé, hein, le tutoiement. La France a les deux. Moi, personnellement, je conseille je pense que c'est mieux de se vouvoyer pendant une période, et surtout quand on arrive comme manager, peut-être pas dire tout de suite tu, attends une petite période où justement le vous permet une petite distance
Et ensuite, justement, une fois qu'on est légitime, qu'on a testé un peu tout le monde, là je parle du manager, passer au tu, ce qui est un vrai franchissement. Mais je prendrai, moi, la précaution que vous voyez avant de tutoyer. Vous voyez, moi, par exemple, depuis toujours, je vous vois mes étudiants. J'ai toujours vouvoyé mes doctorants, alors qu'on a une relation extrêmement proche. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi une marque de respect, le vouvoiement. C'est pas, je les vouvoie parce que je les respecte. Et ils ne sont pas mes copains, et je ne suis pas leur. Et je pense que c'est le moment où je dis, par exemple, après la thèse de doctorat qui est soutenue, maintenant on se tutoie, il y a un franchissement. Donc moi, je conseillerais d'être en période d'observation, de ne pas tout de suite tutoyer parce que c'est difficile de revenir en arrière. Alors que dans le sens, c'est possible. Alors, c'est dépassé le vouvoiement dans beaucoup de cultures. Le tutoiement ennemi, cela libère les relations. Oui, mais ça les libère peut-être un petit peu trop. Et je répète, autant c'est facile de dire au bout de quelques mois de vous, maintenant on peut se tutoyer, autant dire, alors qu'on se tutoyait, maintenant on va dire vous. Voilà. Mais après, c'est en effet des ambiances de travail. Hein. Vous n'allez pas vous voyez tout le monde alors que tout le monde se tutoie. C'est ce qu'on appelle des codes. Et les codes, bien sûr, il faut les codes implicites, il faut les apprendre. Mais c'est vrai que c'est intéressant, cette double possibilité qu'on a dans la langue française. Et je répète, pour moi, le vouvoiement n'est pas une marque d'éloignement, c'est une marque de respect. On a aussi ça. Hein. Vous avez un double respect à avoir. Et c'est vrai que beaucoup de managers débordés, fatigués et pas compétents dans leur dimension, vont se mettre à ne pas marquer cette distance qu'ils doivent avoir vis-à-vis de leurs collaborateurs. Hein. Se mettre à leur hurler dessus, comme d'ailleurs des parents, hein, se permettent de se comporter avec leurs enfants de façon qui n'est pas du tout respectueuse. Ok, je ne vois pas d'autres questions, d'autres remarques. Si vous en avez, n'hésitez pas. Écoutez, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir été nombreux ce matin sur un sujet qui visiblement nous interpelle tous et j'espère que voilà, ça va réveiller quelques prises de conscience et puis pour améliorer et fluidifier toutes les relations dans les organisations. Ce que je peux faire, c'est déjà vous donner rendez-vous pour notre prochain temps comme ça de prise de recul avec Isabelle qui aura lieu le 7 juillet prochain. Le 6 juillet, excusez-moi, le 6 juillet, mais on vous partagera évidemment les contenus et on va échanger sur le thème de l'humour en entreprise. Donc, un vaste sujet également. Un facilitateur, là aussi, de la relation, un fluidifiant de la relation, voilà, un petit peu différent, mais c'est vrai qu'il permet quand même de regarder les choses différemment. Et c'est vrai que voilà, ce petit management du manager, c'est aussi apprendre, hein, c'est ce que je disais. On a tous à apprendre quelque chose, on a tous quelque chose à manager à un moment donné. Et je pense que c'est important de prendre ce petit recul toujours sur soi hein, et sur sa façon de ses relations aux autres, sans chercher des coupables pour tout. En tout cas, merci Isabelle de nous aider Merci, à le faire, en tout cas, dans ces moments-là. Merci à tous. Merci je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain événement le 6 juillet. Et puis, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et encore merci Isabelle. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.